Donc, donc ça c'est le petit rappel. Alors, donc Bologne, pourquoi Bologne? En fait, j'avais entendu sur Zibline une interview de Michel Peraldi qui citait un exemple, suite aux effondrements, qui citait un exemple, la réhabilitation du centre-ville de Bologne. Donc, je suis allé voir ce qui s'est passé il y a 50 ans. Et je vais essayer de vous en faire profiter. Donc la ville de Bologne, en fait, donc en 69, décide de ne pas suivre les autres villes qui grandissent avec la ville moderne hors les murs. Et ils décident de faire une politique de croissance zéro. Et ils veulent limiter la ville à 500 000 habitants. Et ils veulent se concentrer sur la ville intramuros, parce qu'ils voyaient que dans les années 50 et début 60, tout ce qui était en périphérie commençait à partir dans tous les sens, de façon complètement désordonnée. Donc ils voulaient se reconcentrer sur le centre-ville. Donc ils avaient 4 slogans, donc croissance zéro, conservation patrimoniale, conservation sociale. Donc le centre-ville de Bologne était occupé par des gens des ouvriers et des gens humbles. Donc ils voulaient faire la ville pour les gens et avec les gens. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont mis en place une politique de décentralisation participative qu'on va voir. Donc voilà. Donc ici on est avant la sortie de la guerre. Et dans les années 60. L'état des rues de Bologne. Avant la réhabilitation. Pendant la guerre, il y a eu beaucoup de bombardements, comme à Marseille d'ailleurs, autour de la gare et au centre-ville, où il y a eu des grandes démolitions suite aux bombardements, qui ont touché l'habitat, le patrimoine religieux, et aussi les bâtiments un peu plus importants, les palais et autres bâtiments publics. Donc croissance zéro, voilà. Donc là, c'est un plan de l'expansion urbaine qui était en train de se faire dans les années 60-69. Donc reconcentration sur le centre-ville, donc le noyau qu'on voit en blanc au centre. Voilà. Donc la commune décide de conserver le patrimoine parce qu'elle considère que le centre historique est un bien culturel inaliénable et donc elle va faire une grande politique de réhabilitation du centre-ville. Donc il y a 3 architectes, Cervellati, Scanavelli et De Angelis qui vont gérer cette reconstruction et ils vont commencer par faire une grande étude historique du centre urbain. En fait, parce qu'il rentre dans les théories de la tendenza, en fait, autour d'Aldo Rossi, sur la typomorphologie. Donc, ils vont faire commencer à essayer de comprendre leur ville et la croissance de leur ville, donc avec des plans historiques. Puis ils vont aussi aller chercher des cadastres anciens parce que comme on a vu tout à l'heure, il y a eu des grandes démolitions suite aux bombardements et des effondrements aussi d'ailleurs. Là on voit sur la deuxième ligne en fait l'évolution du parcellaire. Là c'est le quartier San Leonardo. Donc on voit que les parcelles, petit à petit, les parcelles médiévales qui existaient en 1700 disparaissent au fur et à mesure. Et en 1965, en fait, on voit que suite à la guerre, il n'y a plus de parcelles, plus de découpage. Elles ont grandi ces parcelles et en fait ils décident donc de proposer en 1973 de redécouper les parcelles comme ce qu'il y avait au Moyen-Âge. Donc ça c'est la trame urbaine qui est en jeu.
Et ce qu'on voit donc, dans la ligne du bas, c'est le projet de réhabilitation. Donc là, on est dans une réhabilitation à l'identique, à l'identique interprétée, puisqu'on n'a plus le souvenir de ce qu'il y avait, mais on garde une trame urbaine et aussi une morphologie qui va être étudiée aussi, la morphologie. Donc il faudra un relevé très très complet de tous les bâtiments, et aussi bien en façade que en plan. Ils feront aussi une étude sociologique des gens qui vivent là, puisqu'ils veulent faire aussi, ils veulent garder les gens sur place. Donc s'accompagne à ça aussi un relevé photographique, par un photographe renommé à l'époque qui s'appelle Paolo Monti. Et donc ce sont des photos qui sont repérées sur plan, et on prend en photo aussi bien l'intérieur que l'extérieur, et toutes les parties qui peuvent avoir un intérêt pour le projet. Donc là, on est encore dans l'étude préalable. Donc il y aura un album de 5000 photos de qualité. Il s'arrange pour qu'il n'y ait pas de voiture, etc. Et donc, avec tout ce matériel, ils vont déterminer, mettre en place une méthodologie de classification des bâtiments. Donc là, on voit là, ce travail où ils essayent de classifier. Donc là, il y a les catégories A, B, C, D, etc. Pour ensuite, en fait, essayer de comprendre la ville. Là, ils font aussi des relevés des bâtiments publics et des palais et des bâtiments qui ne sont pas le bâti ordinaire. Donc, voilà. Donc, ensuite, s'ensuit donc une cartographie de ces catégories de bâtiments, et une cartographie aussi de l'état de dégradation et de ce qu'il faudrait faire. Donc là, les couleurs, c'est à réhabiliter, à substituer, à reconstruire, etc. Suite à ce travail, ils vont faire un plan directeur qui s'appelle le PEEP, donc détermination, qui va déterminer 13 secteurs d'intervention. Donc là, en couleur, c'est les 13 secteurs prioritaires d'intervention. Mais en fait, en phase opérationnelle, ils vont en choisir 5. Donc c'est ceux qui sont entourés en rouge, là. Et on va parler du secteur San Lorenzo, pardon, je fais n'importe quoi. C'est dans l'autre sens. Ouais, je suis perdu. On remonte. Ah. Voilà, donc on va tout à l'heure, on va parler d'un secteur qui est le secteur San Lorenzo. C'est le premier qui a été fait, qui a été réhabilité à partir en 73. Donc voilà, donc une conservation sociale. Donc pour garder les gens qui sont vraiment très démunis sur place, la ville va faire beaucoup de préemption, donc acheter des parcelles, acheter des maisons, et pour mettre en place des opérations de tiroirs de reconstruction et de réhabilitation. Donc, ils auront une politique de loyer très bas qui sont adaptés aux familles. C'est pas au mètre carré, en fait, c'est un système qui prend en compte la situation familiale et les revenus des gens, et ce qui va créer en fait une politique de loyer qui sera très bas. On en parlera tout à l'heure. Donc s'ensuit autour de ces 13 secteurs et 5 secteurs opérationnels, il y aura aussi toute une politique d'accompagnement, parce que le logement ne suffit pas. Ils vont mettre en place des réhabilitations de bâtiments qui sont donc des bâtiments plus grands, comme par exemple des palais et des orphelinats, des cloîtres, etc., pour faire des équipements de proximité, des équipements pour les quartiers. Et puis il y a aussi
une troisième réhabilitation qui va être des grands équipements, parce qu'il y a aussi une politique de se dire que il faut faire des équipements qui sont à l'échelle de la ville entière, donc y compris la périphérie, parce que le centre-ville appartient à tous, aussi ceux qui sont autour du centre historique et même les gens de la région. Donc ils vont aussi avoir une politique par rapport à ça, de création de grands équipements, comme une bibliothèque municipale qui a été démolie pendant la guerre par une bombe, et un grand musée, par exemple. Donc là, c'est une carte, alors on ne voit pas très bien, mais où on voit les différentes écoles, parce qu'il y a aussi un travail sur les écoles, donc l'implantation de nouvelles écoles qui accompagnent la réhabilitation des habitations. Voilà. Alors la décentralisation participative, alors en fait, elle va se passer par la création de comités de quartier. Donc ils vont découper le centre-ville en 13 secteurs, et chaque secteur va avoir une démocratie participative qui sera mise en place avec des gens qui seront élus pour animer en fait des débats autour du devenir des quartiers. Donc le plan d'urbanisme global, il sera adaptable par rapport à la remontée de ces discussions. Et là, l'affiche qu'on voit, en fait, c'est après, il y a un retour des architectes qui vont présenter les projets à la population dans les quartiers. Et pour cela, ils ont fabriqué un certain nombre d'outils pour expliquer. Donc là, on voit des fiches d'état des lieux des îlots urbains, qui reprennent en fait ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, donc les études d'analyse. Ils vont aussi montrer des exemples. Tout à l'heure, on a vu Berlin. Là, ils mettent en correspondance le bâti possible, les projets donc de Cervellati, avec des exemples en Angleterre et en Allemagne. Puis ils vont aussi faire des plans, donc là des plans en perspective, parce que la population, ils ne sont pas tous capables ils ne savent pas lire des plans, donc ils vont faciliter la lecture des plans en faisant des plans perspectifs des appartements réhabilités. Et des grandes maquettes, pour aussi expliquer le projet de réhabilitation. Et enfin, des actionnométries qui montrent les projets. Donc là, on voit l'îlot San Leonardo avec aussi ce qui se passe au cœur d'îlot, donc les jardins qui sont remis en commun, parce qu'il y avait plein de constructions qui ont été quand même supprimées. Voilà. Donc, et ça, donc c'est un ancien couvent qui va être transformé dans ces petits équipements de quartier. Là, c'est pour les étudiants, parce qu'à Bologne, c'est une très très grande université, la plus vieille université d'Europe, où il y a une soixantaine de mille d'étudiants. Et donc, il y a toute une politique aussi de fabriquer du logement pour étudiants dans les anciens palais et couvents, etc. Un patrimoine un peu remarquable, monumental de la ville. Donc ici, on voit avant et après la réhabilitation. Donc c'est une réhabilitation à l'identique. Tout à l'heure, on a parlé de Bastiche. C'est vrai que quelque part, on est dans la reconstitution historique, qui est peut-être discutable, mais en tout cas, c'était leur parti. Donc on voit aussi des vues intérieures. Donc en 1975, ça devient l'expérience qui fait exemple, parce que c'est une ville qui a fait un gros effort. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont venus de la terre entière pour aller voir ce qui s'y passait. Alors le problème, parce que mon titre, Bologne, un échec exemplaire, donc un échec pourquoi
en fait, en 1980-81, on commence à s'apercevoir que la population, ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui partent qui n'ont pas accepté d'être réinstallés dans leur logement. Donc Bernard Léger a fait une étude, il voulait comprendre pourquoi, donc il a fait une étude avec des interviews dans le premier secteur qui avait été réhabilité, donc depuis 1973, donc ça fait 7 ans que les gens, donc c'est un retour d'expérience après 7 ans. Donc en fait, donc les premiers constats dans ces interviews, c'est la réhabilitation qui était en cause. Donc il y a beaucoup d'habitants en fait qui comme ils ont réintégré leur maison d'origine, en fait ils auraient préféré en fait de partir dans la ville pavillonnaire, dans la ville moderne, dans la ville neuve. Ils ne comprenaient pas trop pourquoi on les remettait dans leur vieille maison, même si elles avaient été réhabilitées. Donc il y avait un peu un rejet par rapport au retour à ce qu'ils avaient vécu avant. Il y a aussi eu un phénomène un peu étrange, c'est que réintégrer un logement neuf, ça a été traduit par une progression sociale. Donc pour eux, même s'ils avaient les mêmes salaires, si leur situation financière n'avait pas changé, d'avoir un logement neuf, ils se sont sentis progresser dans l'échelle sociale. Et en fait, ça, on verra plus tard, ça crée aussi un certain nombre de problèmes. Et puis, il y a donc le bâti ancien, pour eux, il y a des histoires et des mythes qui s'attachent à ce bâti qu'ils n'arrivent pas à effacer parce que c'est trop neuf, ils réintègrent leur logement trop vite. Donc, voilà, donc, je vais à l'envers. Pardon, excusez-moi. Donc, la réhabilitation en cause, alors, il y a aussi le changement de type d'appartement. Donc, comme on rentre dans ce standard moderne, entre guillemets, on n'a plus les mêmes repères. On a des appartements qui sont adaptés à la situation. Donc, par exemple, il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent seules. Au lieu de réintégrer un appartement de 3 pièces comme ils avaient avant, en fait, on les met dans des studios. Et en fait, un studio, ça leur convenait pas parce que dans un studio, on a toute sa vie qui est étalée dans une seule pièce, on reçoit plus personne parce qu'on a honte de montrer son lit et ses affaires. Donc, il y a eu un phénomène de renfermement des gens qui ont intégré ces studios et ils sont partis très vite. Ce qui a fait le bonheur des étudiants qui ont remplacé les personnes âgées. Alors, l'assistance, donc la honte d'être perçu comme quelqu'un d'assisté, puisque donc on a vu, il y a les 5 secteurs qui ont été réhabilités. Alors pourquoi moi j'ai le droit d'avoir un logement neuf alors que mon voisin de l'îlot à côté, ben, il n'a pas été réhabilité. Donc comme on se sentait honteux, ben, on dénigre en fait la réhabilitation pour que ça fasse moins mal. Donc c'est pas si bien que ça, etc. Donc il y a des interviews qui traduisent ce genre de comportement assez difficile à prévoir à l'avance. Alors l'appropriation, alors les loyers bas, alors il y a eu un effet pervers des loyers qui étaient bas, donc les gens ils se sont sentis propriétaires de leur logement puisque en fait le loyer ne représentait pas grand-chose. Et ce qui a engendré en fait tout un tas de dysfonctionnements. Par exemple, il y a des gens qui ont tout de suite dans un logement neuf, ils ont commencé à tout refaire, à casser des choses. Ils ont commencé aussi à mettre des grilles sur les paliers, par exemple, parce qu'ils se sentaient un peu trop chez eux. Ils ont redécoupé les jardins parce que les jardins étaient prévus plutôt pour être collectifs. Ils ont redécoupé les parcelles et quitte à créer des dysfonctionnements en fait de circulation dans les cœurs d'îlots et dans les parties communes. Voilà.
Donc intégrer un logement neuf, donc voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est un sentiment de progression sociale. Ça a aussi entraîné des phénomènes de surendettement, parce que les habitants, ils avaient tendance à acheter du mobilier neuf parce que le vieux mobilier, ben, le mettre dans un logement complètement réhabilité, ben ça marquait mal, comme on dit. Donc ils ont eu tendance à se remeubler complètement, fond en comble, et ça leur a posé pas mal de problèmes de budget. Voilà. Et il y a aussi des problèmes de racisme parce que, en fait, monter dans l'échelle sociale, ben, en fait, du coup, on essaie de poser des jalons pour affirmer ça. Et donc, à l'époque, il y avait beaucoup d'ouvriers qui remontaient de la partie méridionale de l'Italie vers le nord. Donc il y a eu vraiment des phénomènes de racisme entre ces deux populations. Ceux qui venaient d'acquérir des nouveaux logements, c'était très raciste contre ceux la génération d'après. Et voilà, donc il y a eu tout un tas de choses comme ça. Et puis aussi, voilà, d'être monté dans l'échelle sociale, alors que économiquement, on n'est pas mieux, on pense, il y a des gens qui ont pensé pouvoir devenir propriétaires, donc ils sont partis acheter des pavillons de banlieue. Et il y a pas mal de gens qui sont partis aussi pour cela. Donc, il y a eu un phénomène, en fait, de cette population qui s'est déplacée plutôt vers la périphérie, même si tout était fait pour qu'ils restent sur place. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a profité pas mal à d'autres, et notamment aux étudiants qui se sont installés dans ces logements. Voilà, donc ça c'est le quartier de l'université. Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi eu pas mal de piétonisation du centre-ville. Donc c'était le plan qu'on avait vu tout à l'heure. Donc on a parlé d'espace public tout à l'heure. Donc il y avait une réappropriation aussi pour la population de l'espace public. Ils ont enlevé les voitures du centre-ville, en tout cas le stationnement. Il y a encore des voies de passage et des zones piétonnes. Et ça faisait partie aussi de ce plan qui s'accompagnait aussi de quelques créations d'espaces verts. Et actuellement, ben, pour terminer, le problème que les étudiants rencontrent maintenant, c'est un article du Monde d'il y a un mois. En fait, il y a les Airbnb qui commencent à les pousser dehors. Donc peut-être qu'il y a une subsistance de survivance des comités de quartier qui font qu'en fait ils sont en train de discuter de comment empêcher ça. Voilà, donc et de trouver des solutions à cette nouvelle chose qui nous arrive aussi à Marseille, à Barcelone, et on commence à en parler de partout. Voilà. Donc je vais en rester là. On va passer à la suite.